Voilà. Donc, c'est parti pour l'enregistrement de ce Webiscope sur la participation citoyenne. Pour me présenter à celles ou ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Émilie Moreau, conseillère en formation de développement à la DEFPAT, référente pour le département de la Lozère et le Nord-Aveyron, et aussi référente au sein de l'équipe sur ce sujet de la participation citoyenne en particulier. Voilà. Avant de passer la parole à nos trois intervenantes du jour, juste quelques petits mots de contexte, puisqu'il y a quand même, alors on est moins nombreux que prévu, il y a quand même des personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent peut-être pas ou peu la DEFPAT, hein, certaines nous regardent de loin aujourd'hui. Euh, donc, en tout cas, pour ceux qui connaissent bien la DEFPAT, vous savez que des termes comme faire participer, accompagner à faire, comme co-construire, comme partir du besoin des usagers, du besoin des territoires, c'est l'essence même en fait de la DEFPAT. C'est l'essence même de la formation-développement que nous mettons en œuvre dans nos accompagnements. Et en fait, c'est tout naturellement que, qu'on s'est un peu emparé de cette question de la participation citoyenne de plusieurs façons. Alors, on a intégré il y a quelques années euh, un programme de coopération à l'échelle du Massif central qui s'appelle Terre de Design, pour lequel nous avons mené, ce programme est terminé aujourd'hui, mais nous avons mené diverses expérimentations dans ce cadre-là, comme des expérimentations de méthodes et d'outils d'accompagnement de projets par la participation citoyenne. Nous avons créé et mis en ligne une boîte à outils de la participation citoyenne qui est en ligne sur le site internet de la DEFPAT. Donc, n'hésitez surtout pas à la consulter, à vous en inspirer, à aller fouiller dans cette boîte à outils. Nous avons aussi mis en place un atelier de sensibilisation des lieux de techniciens sur le sujet de la participation citoyenne. Donc, on tâche d'élargir un peu le spectre de nos interventions et de nos méthodes. Euh, sur ce sujet de la participation citoyenne, avant d'entrer dans le retour d'expérience qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais juste revenir un petit peu sur sur le pourquoi, en fait. Pourquoi on aborde un projet par le biais de la participation citoyenne, par cette méthode-là. Euh, c'est parce qu'on peut y gagner évidemment beaucoup de choses et on peut aussi y perdre à ne pas le faire. Donc, comme vous le voyez là sur l'écran, on peut y gagner des projets qui sont vraiment en accord, qui sont en raccord avec les attentes des citoyens. On peut y trouver y trouve une expertise d'usage qui enrichit, qui améliore les projets que l'on veut développer, qui améliore les politiques publiques en général. On déploie une relation de confiance entre citoyens et collectivités, et on trouve une meilleure appropriation des projets par les citoyens qui s'engagent en fait, qui deviennent davantage acteurs sur les territoires. Et à contrario, on y perd si on ne le fait pas, parce qu'on prend le risque en fait de voir émerger des conflits sur les projets qui sont déployés sans faire appel à la participation. On prend le risque de perdre du temps et de l'argent alors qu'on pensait en gagner en ne le faisant pas. Et on se retrouve parfois face à des citoyens en position de méfiance vis-à-vis de la collectivité. Donc, on a plutôt tout à y gagner à développer et à mettre en place une démarche participative dans le déploiement de projets. Je voulais aussi juste, en trois mots, préciser ou représenter, vous la connaissez probablement, hein, cette échelle de la participation citoyenne. Alors, elle est peut-être un peu décriée ou elle est un peu modifiée aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, elle permet d'aborder une séquence participative et démocratique en se posant la question de qu'est-ce que je veux faire en fait? Pourquoi? Quel est l'objectif de cette participation citoyenne? Il y a plusieurs niveaux de mobilisation possibles, plusieurs intentions. Alors, la première qui est là, informer, sensibiliser, ça n'est pas de la participation citoyenne, mais c'est la base en fait. On ne fait pas participer sans informer au préalable. Et ensuite, il n'y a pas de hiérarchie dans ces différents niveaux, dans cette échelle, mais l'intérêt et l'objectif étant de bien déterminer ce à quoi on tend. Est-ce que l'on veut consulter? Est-ce que l'on veut concerter? Est-ce que l'on veut co-gérer, co-construire, etc. Donc, bien déterminer cela au démarrage de toute action participative, c'est plutôt un préalable. Voilà.
Pour illustrer tout ça aujourd'hui, il m'a paru important de partir du concret en fait et de l'exemple de l'accompagnement qu'on a déjà on a vécu au sein de la DEFPAT. Et c'est pour ça que on se retrouve aujourd'hui à écouter en fait à plusieurs voix un retour d'expérience d'un accompagnement d'une séquence démocratique donc à Peine dans le Tarn autour du domaine de Fontbonne. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole à nos trois intervenants du jour. Alors nous allons tout d'abord écouter Sylvain Renard, adjoint au maire de Peine, qui est élu référent et initiateur de cette démarche autour du domaine de Fontbonne à Peine. Nous écouterons ensuite Nathalie Clavel, qui est une citoyenne très engagée, je dirais, dans le projet, hier et encore aujourd'hui. Et Mathilde Houzé, qui est consultante formatrice aux côtés de la DEFPAT dans le cadre de Fréquence Commande et qui accompagne encore ce projet participatif à peine. Voilà. Donc, vous avez vous le savez, une quinzaine de minutes, entre 10 et 15 minutes chacun, faire part de votre retour d'expérience. Et puis, si vous avez des questions tout le long, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou sur un coin de table. Et puis, on reviendra sur vos questions, vos réactions à la fin de vos interventions. Voilà. Donc, Sylvain, je vous laisse la parole. Et merci bien. Donc, Sylvain Renard, premier adjoint à la mairie de Penn. Penn, c'est une petite commune de 600 habitants dans le nord du Tarn. Euh, le, le- le retour d'expérience aujourd'hui, c'est celui de la consultation citoyenne qu'on a montée autour du projet Fonbonne. Euh, on- je fais partie d'une équipe municipale qui a été élue en 2020 sur la base d'un projet politique autour de la participation citoyenne, un peu en réaction à ce qui se faisait jusque-là, où la participation n'était pas du tout citoyenne. Euh, le dossier duquel on parle aujourd'hui, c'est la réhabilitation du site de Fontbonne. Fontbonne, c'est une ancienne colonie de vacances, on va dire ça comme ça, qui a été gérée successivement par les Francas, par des associations, et sur laquelle il n'y avait plus d'activité depuis 2015. La commune a racheté le site au département qui en était propriétaire en mai 2022. Et il s'est agi de savoir ce qu'on faisait de la chose. Alors, dans notre intention première, on avait prévu de définir quelque chose et ensuite d'acquérir le lieu, mais on a été un peu mis au pied du mur par l'ancien propriétaire qui nous a dit il faut acheter le lieu, c'est maintenant, sinon vous ne l'aurez pas. Donc on a acheté le lieu et ensuite il s'est agi de se mettre en ordre de bataille très rapidement pour définir ce qu'on allait faire de ce lieu-là. C'est pour nous un projet tout à fait emblématique parce que Fontbonne, tous les habitants de Penne y sont passés pour une raison ou pour une autre, qui parce qu'il y a été en colonie de vacances, qui parce qu'il y a travaillé, qui parce que, il a fait du bénévolat dans une association qui était basée à Fontbonne. Enfin, c'était un lieu un peu central de la commune avec une activité assez importante. Euh, Euh, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, c'est un sujet emblématique pour nous pour ces raisons que je viens d'évoquer et parce que on choisissait, bon, c'était pour nous, c'était pas un choix, c'était quasiment une obligation de définir ce projet en participation citoyenne et c'était pour nous l'occasion de faire la preuve que ce credo de la participation citoyenne avait une réelle efficience. Euh, donc voilà, on avait un petit peu la pression sur ce projet-là. C'était vrai, c'est un peu sans doute d'ici la fin de la mandature le projet qui restera un peu emblématique de notre mandature. Pour ces raisons-là, parce qu'on avait la pression, parce qu'on sentait que le projet était particulièrement important, il nous est apparu évident qu'il fallait qu'on soit accompagné parce que voilà, euh, nous ne sommes jamais que des citoyens comme les autres. En tout cas, en 2020, c'est ce qu'on était. Aujourd'hui, on a pris un peu de savoir-faire de toutes les expériences qu'on a tirées de l'exécution de notre mandat, mais finalement, en termes de savoir-faire, ben, le participatif, j'allais dire, ça s'invente pas. C'est-à-dire qu'on on a besoin
on a besoin de méthodos, on a besoin de, enfin, faire participer les gens, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. L'idée, c'est de garantir à chacun qu'il puisse s'exprimer correctement, euh, que la parole va être entendue et arriver à cette émulation de l'intelligence collective qui va amener à un projet, c'était ce qu'on espérait, euh, particulièrement pertinent. On s'est fait accompagner donc par Fréquence Commune qu'on avait rencontré dès le début de notre mandat et par la DEFPAT. Et il se trouve que Mathilde était un peu à la convergence des chemins, participant, enfin étant intervenante dans les deux structures. On a pu profiter à la fois de l'aspect très arrangeant en termes financiers d'un accompagnement à DEFPAT et du savoir-faire de Mathilde qui était vraiment pile au cœur de nos attentes, quoi. Alors, si je fais un petit brief sur les dates, eh ben, je vous ai déjà raconté, mai 2022, octobre 2022, novembre 2022, on prend la décision de se faire accompagner. Et en décembre 2022, on a une première rencontre avec Pancho et Mathilde pour essayer de calibrer un peu le projet, de le planifier, etc. À partir de janvier 2023, on ébauche un calendrier de la séquence démocratique. La séquence démocratique, c'est toute la partie qui va permettre aux citoyens de co-construire, puisque c'était le choix qu'on avait fait. On avait fait le choix de la co-construction. Cette séquence démocratique, on l'a précédée de la période de février à juin 2023, où on a fait de l'ingénierie de projet. On avait délégué parmi notre conseil municipal 6 conseillers municipaux qui ont, avec Mathilde, défini le cadre à la fois méthodologique et de contenu de ce qu'allait être la consultation citoyenne qui a eu lieu. Donc, alors le point de départ de cette consultation citoyenne, c'est une réunion publique qui a eu lieu en juin 2023 où on a informé les habitants et on les a invités à se mobiliser pour participer au groupe de travail. J'en vais entrer un peu plus tard dans le détail de comment a été constitué le groupe de travail. Simplement pour vous dire que donc ce groupe de travail a travaillé de septembre à décembre 2023, donc sur une période très ramassée et très dense, où on a travaillé, si je fais un calcul, je pense à peu près une cinquantaine d'heures. Donc c'était vraiment un investissement important pour les citoyens. Alors ça peut paraître, ça peut paraître un peu lourd. Le fait est que moi, enfin, j'en tire une conclusion dont maintenant je suis absolument persuadé, c'est le fait d'être sur une période ramassée. Les gens sont particulièrement impliqués, c'est-à-dire que à la fin, ils avaient toujours connaissance du début et, je pense que ça les a tenus, c'est-à-dire donc vous allez le voir, on avait un groupe de travail qui était constitué de 33 personnes. En fait, à la fin, sur les dernières séances du groupe de travail, on était encore une petite trentaine de personnes. C'est-à-dire on n'avait perdu personne. Ils étaient tous là. C'était absolument remarquable de ce point de vue-là. Donc, en préalable au travail du groupe de travail, je suis sur le cadre, là, du coup. Euh, sur le- c'est- voilà. En préalable au groupe de travail, on a donc eu cette réflexion entre élus, là, pour le coup, entre personnes cadres, j'allais dire, sur qu'est-ce qu'on pose comme limite à la réflexion. Il nous est apparu aussi absolument comment dire, euh, indispensable d'avoir un cadre. Et ça, Mathilde et nos accompagnateurs, c'est ce qu'ils nous ont fixé vraiment dès le début en nous disant posez un cadre dans lequel les gens vont pouvoir s'épanouir et en même temps, vous saurez que comme on est dans le cadre, il n'y aura pas de souci. Parce qu'un des engagements qu'on voulait mettre en avant, nous, c'était de dire que l'équipe municipale, elle allait récupérer le travail de ce groupe de travail en l'état,
pour le valider sans aucune. L'idée, c'était pas de refaire une convention citoyenne climat, là, hein, où on arrive avec des préconisations et où finalement on en garde 10% parce que c'est les 90% autres, c'est pas réalisable, ou ça nous gêne, ou c'est pas dans l'orientation politique. Voilà, nous, on n'était pas là-dedans. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment que le projet citoyen, ce soit celui que valide plus tard le conseil municipal, et c'est ce qui s'est passé. En janvier 2024, les résultats du groupe de travail ont été validés en l'état. Donc pour ça, il faut un cadre. Donc on avait des axes politiques, on va dire, hein, l'écologique, le partage, le social, la transmission. On avait une des choses qui est vraiment apparue dès le début, c'est qu'on voulait faire du site de Fontbonne un projet par les habitants, pour les habitants, donc vraiment ancré dans le territoire. On a fait donc le choix de la co-construction, qui est à peu près l'échelon le plus haut de la participation citoyenne. C'était vraiment notre idée. On construit avec les gens et on valide tel quel le projet. Et donc, dans cette méthodo, alors je vous ai mis sur le côté, là, vous avez par exemple, dans le cadre politique, qu'est-ce qu'on avait mis c'était pour vous faire prendre conscience de ce qu'on avait pu poser comme attendu et comme limite au groupe de travail citoyen. Ben, par exemple, on voulait le plus possible le réemploi de l'existant, c'est-à-dire il n'était pas question de tout raser pour tout reconstruire, c'était on part sur ce qui existe et on le transforme. Le Fontbonne est un site qui est en zone forestière, fort, très très connecté à la nature. Vraiment, c'est en lisière de forêt de Grésigne, hein, qui est une grande forêt que vous connaissez sans doute. Donc l'idée, c'était d'avoir aussi un respect de l'espace naturel forestier. On avait dans le cadre aussi l'idée d'un projet pluridisciplinaire, multifacette. On ne voulait pas quelque chose de monobloc. On voulait qu'il y ait une petite part que soit étudiée la possibilité de dédier une partie du projet à l'habitat temporaire, à l'habitat d'urgence. Voilà, il y avait des choses comme ça, des petites indications comme ça. Alors, elles y sont quasiment toutes là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose de plus dans le cadre. Mais il y avait un cadre que l'on a posé en introduction du groupe de travail, et comme ça, les citoyens intervenant dans le groupe de travail savaient bien que il ne fallait pas sortir de ce cadre-là. Voilà pour ça. Parallèlement à ce groupe de travail, on a constitué, et ça c'est une méthode à DevPat, on a constitué un groupe d'appui au projet. L'idée c'est qu'on a réuni des partenaires dans le groupe d'appui au projet. Alors peut-être on peut passer directement à la diapositive suivante. L'idée c'est que dans le groupe d'appui au projet, on y met des partenaires potentiels du projet que l'on informe, on les a informés en amont du début du travail du groupe de travail, pour prendre un peu la température, on va dire. On les a réunis une nouvelle fois en plein milieu de la période de réflexion, et puis une dernière fois à la fin de la période de réflexion pour leur présenter le projet. Ça nous a permis à la fois d'adapter un petit peu, finalement les partenaires ont aussi un peu participé à la construction du projet. On a un peu adapté la réflexion selon quelques remarques qu'on avait eues dans ces sessions-là. Et ça a surtout permis qu'ils aient un peu la primeur sur le projet quand il a été construit, euh, de façon à ce qu'on puisse après les interpeller très rapidement derrière la séquence de réflexion. Et puis le cœur du réacteur donc de cette séquence démocratique, c'était le groupe de travail citoyen qu'on a composé de 33 membres, euh, sans entrer réellement dans les détails. On avait des membres, on va dire, institutionnels, notamment il y avait des élus de la commune, mais vous voyez que sur les 33, il y en avait 4 des élus de la commune, donc c'était un groupe vraiment principalement citoyen. Il y avait des représentants associatifs dont on avait perçu qu'ils pouvaient ramener quelque chose à la réflexion. Et puis voilà, on avait des agents de la commune de Penn, on avait des élus des communes qui sont environnantes et qui étaient potentiellement directement impactés par ce projet-là. Et puis on avait donc 20 citoyens
12 issus de la grande réunion publique de mobilisation de juin 2023 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, lors de cette réunion, on les a invités à se positionner. Alors, on savait qu'on avait 12 places. Et au final, on a eu, je ne sais plus exactement combien, mais entre 25 et 30 candidatures. Donc, il a fallu aussi tirer au sort les volontaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu dire oui à tous les volontaires. Et on s'est retrouvé avec 8, alors c'était ce qu'on avait fixé, hein, 8 habitants de la commune et 8 habitants hors commune. Et un petit focus sur les citoyens que l'on a tirés au sort, parce que le tirage au sort, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, dont on pressentait l'efficacité et dont on a bien pu se rendre compte lors de cette expérience. On a tiré des citoyens au sort sur le cadastre selon une méthode également apportée par Fréquence Commune et relayée par Mathilde. Euh, et on est allé faire du porte-à-porte. On a toqué à la porte pour dire aux citoyens, vous avez été tirés au sort, est-ce que vous voulez participer euh, à cette expérience? Grosso modo, on avait tiré au sort, si je me souviens bien, une trentaine d'adresses. Et vous voyez qu'on a eu 8 pénols en fait qui ont participé. Euh, voilà, pour donner un peu le ratio. Alors le porte-à-porte, c'est quelque chose de très chronophage. Mais c'est quelque chose qui, au final, amène un résultat qui est absolument formidable, à savoir que des gens qui ne seraient jamais venus là ont débarqué à cet endroit et on a remarqué que ça pouvait être parmi ceux qui étaient encore le plus accro à la fin de toute la séquence. C'est-à-dire qu'on a vraiment fidélisé des gens sur cette chose-là. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Puis après, je vais conclure parce que on m'a demandé, euh, on m'a demandé de faire vite et de respecter un timing sur une expérience qui reste pour moi une des expériences qui a marqué mon mandat municipal, c'est certain, mais qui marquera aussi personnellement, je pense, euh, ma vie de manière générale. À savoir que ça a vraiment été une aventure humaine, alors qui continue, hein, puisque à l'issue de janvier 2024, on a rebasculé dans 2 accompagnements successifs qui ont eu pour objectif le premier de créer une association qu'on a mis en gérance sur le lieu dont Nathalie fait partie. Elle pourra vous en parler un petit peu si elle le veut. Euh, et puis ensuite d'accompagner cette association dans ses premiers pas d'activité sur le lieu, en attendant, bien évidemment, comment, la réalisation du projet final qu'on imagine pouvoir se réaliser aux alentours des années 2028-2030. C'était ce qu'on s'était fixé comme objectif. Donc, les résultats de ce premier accompagnement et puis de ceux qui continuent, c'est un résultat en tout point satisfaisant et vraiment la meilleure décision qu'on ait prise, c'est d'être accompagné, hein. Je vous le dis comme je le pense, parce que jamais on ne serait arrivé au même résultat en l'état actuel de notre savoir-faire. On obtient un projet comme on l'avait imaginé, qui est riche parce que provenant de plusieurs sensibilités différentes, ancré dans le territoire parce que les habitants il a été construit par les habitants, euh, pertinent, qui va pouvoir le projet va pouvoir se targuer d'avoir été accepté en l'état. Ça, on y tenait vraiment, hein. On voulait vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit le cas. C'est une aventure humaine, c'est ce que je vous disais juste avant. On a terminé la dernière séance de travail. Les gens étaient en larmes de se quitter. Enfin, c'était vraiment une très très belle expérience. Euh, on en- Avec des surprises. Voilà, c'est toujours pareil dans ces moments-là. La surprise arrive de là où on attend le moins, avec des personnes qui se sont vraiment révélées pendant la séquence. Et puis, de manière tout à fait intéressée, je dirais que en tant qu'élu, moi, je suis particulièrement satisfait parce qu'aujourd'hui, j'ai un pool, alors pour employer des,
des termes volontairement détachés de l'aspect émotionnel à un pool de personnes absolument motivées parce qu'ayant pris part au projet depuis le début, qui a su mobiliser, un groupe qui a su mobiliser autour de lui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a d'autres habitants qui se sont raccrochés au projet aujourd'hui. Et c'est pour moi la meilleure garantie que le projet arrivera peut-être à quelque chose. Je finirai en disant que pour les élus, c'est aujourd'hui une grosse responsabilité d'avoir mis tout ça en route, parce que maintenant, il va falloir aller au bout. Et alors, c'est à la fois enivrant et à la fois très engageant. Donc, ben voilà, c'est la première marche de quelque chose qu'on espère de grand. Mais voilà, selon le planning, vous l'avez compris, nous ne serons pas les seuls à enjeu dans la future réalisation du projet. Mais en tout cas, on y sera, ça c'est sûr, et on a réussi à construire un collectif d'habitants, euh, et du coup qui a pris en plus de la compétence au fur et à mesure de la séquence démocratique, particulièrement motivé pour mener le projet à son terme. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Mais là, la transition est toute faite, hein, puisqu'on a maintenant, on va passer la parole à Nathalie, qui est effectivement une de ces citoyennes, membres de ce groupe de travail engagé. Et c'est vrai que là, ce qu'on- ce que je vous ai demandé aujourd'hui, c'était d'avoir votre regard, votre vécu, en fait, votre ressenti en tant que citoyenne. Euh, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a changé ce regard? Est-ce que vous avez effectivement pu acquérir certaines compétences, changer de posture, de vision? Voilà, quel est votre retour d'expérience sur cette séquence démocratique? Hop, je vous laisse la parole, Nathalie. Oui, merci. Bon, Sylvain, c'est bien que ça m'a raccourci pas mal de trucs à dire parce que ça fait toute la genèse, c'est bon. Je voulais dire que la mobilisation, déjà pour moi, elle est même avant, elle a été pendant la préparation en fait des élections, parce qu'on avait cette démarche, comme a dit Sylvain, participative pour créer une liste participative au départ. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouvait, le thème de Fonbonne, ça devenait comme une évidence. C'était vraiment quelque chose qui rassemblait les gens. Et la municipalité, une fois élue, avait fait une première réunion publique en octobre 2020, justement sur ce thème de Fonbonne qu'il fallait absolument prendre comme appui parce que ça mobilisait beaucoup de gens. Et là, moi, j'étais super étonnée de la diversité du public qui avait répondu présent. Il y avait effectivement tous ces pénols pour qui Fonbonne, c'est comme une évidence parce que énormément de personnes, soit en tant qu'enfants ou adultes, en ont des souvenirs et ils sont très attachés. Donc déjà, pour la commune, c'était un appui formidable. Et il y avait beaucoup de monde d'extérieur, des enseignants qui étaient venus, des chercheurs, des naturalistes. Et moi, je n'avais pas conscience, en fait, de cette richesse du lieu et de de cette attraction que ça pouvait avoir et de la multiplicité du public. Et donc là, ça devenait encore plus évident. Et déjà à ce moment-là, je m'étais inscrite sur la liste de cette commission ouverte de la municipalité. Donc l'engagement sur Fonbonne, pour moi, déjà, elle remonte au début des élections, des dernières élections. Après, j'ai eu la chance de participer à quelques séances où la municipalité a défini son cadre en tant que membre du conseil d'éthique de la municipalité. Donc, j'ai découvert ce mode de fonctionnement et l'engagement que la mairie voulait pour ce projet, c'est-à-dire que la découverte de cet accompagnement qu'on pouvait avoir, tout ça, ça devenait comme presque une évidence. Donc évidemment, je me suis portée volontaire, mais à titre citoyenne, pour la réunion du 23 juin, la réunion publique, la deuxième réunion publique, là, qui avait du coup
euh, changer d'objectif puisque il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, bon, l'achat du domaine, les périodes un peu transitoires malheureusement des confinements qui ont retardé tout ça. Bref, il y avait ce nouvel élan en 2023. Et en fait, cette réunion, je me souviens aussi qu'il y avait beaucoup de monde, les gens étaient super motivés, en plus il faisait très très beau, c'était les premiers coups de soleil, il y avait une espèce d'ambiance, parce que ça s'était fait là sur le site aussi, on n'était pas dans la salle des fêtes, c'était sur le site, ça donnait vraiment sens au démarrage du projet, je trouve déjà que ce soit là. Donc c'était évident que je m'inscrive, et puis j'ai eu la chance d'être tirée au sort parmi les volontaires Pénol. Voilà. Donc, bah, c'était une chance. Et puis, je trouve que, alors, je pense que le sujet est vraiment propice à ça, l'endroit est propice à ça, et c'est comme si c'était euh, un déroulement de enfin, un tableau d'école, quoi, je sais pas, en fait, tout semblait logique. Et la manière dont on a travaillé pendant un an, enfin, ça a été fantastique. Je trouve que ça nous a amené sur ce projet, la définition du cadre au début nous laissait bizarrement une très grande liberté. C'est un cadre qui laisse une liberté, parce que enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Parce qu'à partir du moment où on restait dedans, en fait, tout était ouvert et tout était possible. J'étais très impressionnée par le fait que, bon, alors évidemment, on était 33, il y avait je ne sais pas combien d'idées, parce que tout le monde avait moult idées pour ce lieu. C'est vrai à la fin, on se dit, bon, on n'y arrivera pas, hein, parce que avant de mettre tout le monde d'accord. Et ce qui est super étonnant, c'est ce travail d'entonnoir, là, et la manière dont l'accompagnement nous permet d'arriver à la fin à un projet. Et je pense que enfin, c'est ce qui a créé des liens dans ce groupe où tout le monde ne se connaissait pas, hein. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas un entre-soi. Il y avait des nouveaux arrivants, il y avait des gens des communes autour. Enfin, c'était vraiment un plus, ce tirage au sort, cette espèce de recrutement quoi, qu'il y a eu. Et on est arrivé avec des idées multiples dans tous les sens, à arriver à se mettre d'accord, à écouter des idées différentes, voire à les adopter, à ne pas y avoir pensé, mais la manière dont tout le monde peut s'exprimer, dont tout le monde a la possibilité, même très simplement, d'adhérer, pas d'adhérer, de dire oui, le respect des uns des autres, tout ce travail qui est mené par les animateurs, et notamment Mathilde, qui a été un peu notre fil rouge, enfin, c'est pas qu'un peu, elle a été là à toutes nos réunions de travail. Je pense, comme Sylvain, que c'était impossible de faire ça sans ce soutien, parce que il y a on est toujours persuadé que c'est nous qui avons les meilleures idées, etc., que des tensions seraient certainement arrivées. En fait, rien de tout ça n'est né. C'est une expérience, je sais, qui est partagée avec d'autres personnes. Ça a été, euh, pour les gens, une très, très grande expérience personnelle aussi, en plus de la satisfaction d'arriver à un projet qui tient la route, où tout le monde il trouve un peu un truc à lui, où tout le monde est content d'y aller. C'était vraiment une expérience, voilà, un peu à part. Voilà, moi j'étais impressionnée aussi du fait qu'on a perdu quasiment personne en route. Je crois qu'on a perdu personne en route. Il y a eu des périodes où certaines personnes, pour des raisons personnelles, mais pas du tout liées à la méthode de travail et à l'intérêt du projet, ont eu des petits passages où ils n'étaient pas là. Et à la fin, effectivement, on était toujours une trentaine. Et c'est quand même remarquable parce que on voit bien que dans le fonctionnement des commissions, par exemple, bah, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à maintenir les gens. Donc, c'est bien que cet accompagnement, c'est vraiment un plus. Et puis, tout le monde y trouvait aussi quelque chose pour lui. Comme j'avais dit l'autre jour, je me posais même la question à un moment, est-ce que il y a des moments, est-ce qu'on n'y trouvait pas plus d'intérêt personnel pour soi, enfin son expérience propre, que de venir pour nourrir le projet?
des fois, je trouve que c'était tellement impliqué que je ne sais pas qu'est-ce qui nous amenait à aller aux réunions au départ. À mon avis, c'était autant l'envie d'aller dans le projet que de se retrouver avec ce groupe et de travailler ensemble. Peut-être on aurait pu travailler sur autre chose, peu importe. L'idée, c'était aussi de vivre ça. Je ne sais pas, je me suis posé cette question des fois, en fait, qu'est-ce qui nous tirait à venir comme ça? Je pense qu'en fait, il y a les deux. Je ne crois pas que seul le projet aurait suffi. Il me semble que vraiment, ce travail nous a permis de le faire. Ça, c'est une évidence. Voilà, moi, à peu près sur mon ressenti, donc sur la partie du travail. Aussi, ce que j'ai trouvé hyper bien, c'est arrivé à peu près peut-être à la moitié des réunions de travail, de la deuxième partie. L'analyse financière qu'on a eue de l'Arban, qui a permis, parce que même si on était tous dans la même énergie, il y avait quand même, il n'y en a pas beaucoup, mais il y avait quelques sceptiques à la réalisation de ce projet. Et ça aussi assis le fait que ça pouvait être viable, quoi, que on n'était pas complètement à côté de la plaque. Il y a eu des expériences aussi sur la même journée d'autres projets dans ce site, dans ce sens. Et je trouve que ce point-là, un petit peu peut-être qui ramène à la réalité, était super important. Donc pas que c'était pas irréel ce qu'on vivait, mais en même temps, c'est tellement fou de l'engouement, tout ça, que bon, on fait un beau projet, mais là, ça nous ramenait à la réalité et je trouve que c'était bien placé dans le temps de nous dire, bah ouais, bah c'est possible, voilà, il y a quelqu'un qui est capable de faire un bilan, de se projeter financièrement, de donner quelques solutions et je pense que ça a bien relancé aussi l'intérêt pour les gens. Je trouve que c'était intéressant d'avoir ça. Euh, Après, au point de vue personnel, et ben, voilà, tout ça, j'ai dit, ça m'a conforté dans ce mode de travail. Voilà, je pense qu'il faut jamais arrêter d'apprendre, donc à s'écouter toujours plus, de pouvoir permettre à tous de s'exprimer quand c'est la manière de faire, parce qu'on peut toujours donner la parole à tout le monde, mais tout le monde ne la prend pas. Or là, les manières de conduire ces réunions, même celui qui n'a jamais parlé, il va dire un mot, même s'il est très court, mais il va sentir que tout le monde l'écoute à lui aussi, autant que d'autres qui auront plus de facilité. Et je trouve que c'est tellement important. Cette richesse, donc, d'accueillir d'autres arguments, d'être obligé d'y réfléchir, d'entendre d'autres tendances et en fait, des fois, se rendre compte qu'on va les adopter. Et dans une simple réunion, on reste plutôt, je trouve, sur sa position. C'est beaucoup plus dur de laisser le temps, de s'imprégner des arguments et de se laisser convaincre. Là, je trouve que ça se fait naturellement. Et voilà, ça permet de se faire confiance. J'aime la finalité des réunions toujours qui nous amenait à constater l'évolution qu'on avait faite pendant la journée de travail. On avait un but, on est arrivé à ça, c'est super. Bon, voilà, on sait, il reste des trucs à faire. On avait déjà l'objectif d'après, mais il y avait toujours cette reconnaissance du travail accompli là dans la journée. Et je pense que c'est motivant. Voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment des choses à garder. Voilà. Bon, puis après, on est arrivé à la création de l'association. C'est bizarre parce qu'en fait, voilà, c'était le but. Et en même temps, donc, c'est bien, mais en même temps, c'est une nouveauté et en même temps, c'était la fin d'autre chose, quoi. Donc, c'est quand même un drôle de moment, enfin, un moment entre deux. Donc, je fais partie du cercle administratif de l'association et je suis très contente qu'on ait encore l'accompagnement donc de la DEFPAT parce que, comme a dit Sylvain, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise comme ça, de pouvoir continuer à travailler de cette manière-là, puisque l'association est en gouvernance partagée.
et que même si on est plusieurs à avoir quelques notions et à avoir fait partie de toute cette année de travail, il y a, et c'est ce qui est très bien aussi, c'est que le fait d'avoir créé l'association, ça s'est ouvert maintenant à qui veut bien venir travailler avec nous. Donc là, il n'y avait plus de tirage au sort ou quoi, tout le monde est bienvenu, bien sûr. Mais du coup, il y a cette manière de fonctionner en association, je vais dire traditionnelle, qui prend vraiment le dessus. C'est aussi compliqué d'expliquer cette autre manière de travailler. Ça prend du temps et je sens bien des frustrations, tout ça. Et donc, là, on s'est déjà revu 2 fois avec Mathilde. On va pouvoir avoir aussi des séances en visio et c'est vraiment un support euh, exceptionnel, quoi. Ça nous recharge un peu les batteries à nous qui essayons de continuer à travailler dans ce sens-là. Et c'est pas très, très simple tout seul parce que comme on est arrivé au bout, en fait, tout le monde voudrait que ça aille super vite. Et super vite, c'est pas possible pour des tas de raisons, notamment administratives, parce que le lieu n'est toujours pas ouvert au public, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a une espèce d'incompréhension un peu, des fois j'ai l'impression qu'on est à double vitesse. Il y a ceux qui sont contents parce que ça y est, on est arrivé, donc il faut y aller vite. Et oui, effectivement, moi aussi, j'aimerais que ça aille vite. On aimerait tous que voilà, ça aille vite, mais c'est difficile parce qu'il y a des obligations administratives et qu'on n'y peut rien, que tous ceux qui sont effectivement dans cette association, bah, il y a pas mal de personnes qui ont plusieurs engagements et donc un temps limité aussi à donner. Donc, je trouve qu'il faut quand même un peu ramer et qu'il y a déjà des gens un peu, ça se remarque quoi que c'est toujours les mêmes qui tirent et il ne faudrait pas que ça devienne un entre-soi, que les gens aient l'impression qu'on a un entre-soi. Et il faut absolument qu'on arrive à trouver comment continuer à ouvrir. On a pas mal d'adhérents puisqu'on est à 80, donc c'est déjà satisfaisant. Mais je pense qu'il faut, voilà, moi, il me tape qu'on puisse ouvrir au public pour laisser rentrer des assos, qu'il y ait donc des entrées extérieures, que les gens voient, comprennent plus qu'effectivement, tout ce travail, ça a permis et ça va permettre après, parce que le projet est super, de refaire vivre le lieu, mais pour tout le monde, quoi, pas que pour ceux qui ont travaillé, pas que ce soit vraiment un lieu ouvert, bon, du tiers-lieu qui est de toute façon tout à fait évident dans un endroit comme chez nous, quoi, voilà. Donc, une super expérience, ça c'est évident, et quand même encore être tout en bas de la montagne, quoi. Donc, très très contente de pouvoir encore bénéficier de ce soutien et de cette aide de la DEFAT, c'est vraiment, je crois, comme Sylvain, voilà, que vraiment on ne serait jamais arrivé à un tel résultat juste avec un groupe de citoyens. En plus, l'ambiguïté, c'est le nom de la mairie, c'était d'être dedans et à côté. C'était évident qu'il fallait une tierce personne, et franchement, merci beaucoup pour nous permettre tout ça, quoi. Voilà, je crois à peu près ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour ce Avec témoignage, plaisir. témoignage très complet, je dirais très touchant en fait sur les impacts à la fois sur le projet, sur le collectif et sur les apports personnels, individuels, Mm. tout ce que vous avez pu y trouver en tant que citoyenne. Merci beaucoup. Merci. Mathilde, je vais te laisser cette fois-ci la parole pour avoir ton regard de celle qui a accompagné, facilité toute cette démarche, ton regard autant sur la méthode que sur le déroulement, que sur ton ressenti aussi. Voilà. À toi. Alors, merci. Bon, les interventions de Sylvain et Nathalie ont été très complètes. Je vais essayer de ne pas répéter, de
de donner quelques indications, surtout qu'on arrive à ce fin de webinaire, donc je vais essayer de réduire un peu mon intervention. J'ai écouté Sylvain et Nathalie avec beaucoup d'émotion, donc je suis toute émue. Donc je vais essayer de décoller à ça pour pouvoir vous transmettre des éléments, parce que c'était quand même, enfin, pour moi aussi, ça a été une aventure incroyable, en fait, à peine, et donc euh, avec beaucoup d'émotion aussi. Euh, donc merci aux habitants, aux élus de Penn aussi d'avoir partagé cette aventure avec moi. Moi, je voulais dire qu'en fait, on est dans un contexte un peu ambivalent où on parle beaucoup de participation citoyenne, et en même temps, celle-ci, elle est très critiquée, décriée. Il y a beaucoup de méfiance des habitants dès lors qu'on parle de participation citoyenne. Il y a même un bouquin qui vient de sortir, c'est pour en finir avec la participation citoyenne par des gens qui sont convaincus qu'il faut le faire. Donc, ça montre quand même là où on en est aujourd'hui. Euh, et pourquoi elle est décriée? Je pense que les deux écueils principaux qui font la recherche, c'est d'abord l'absence d'impact de cette participation sur la décision, sur les décisions. Et Sylvain, tu as cité la Convention citoyenne, eh bien ça nourrit en fait ce climat de défiance des habitants sur le fait que on va les faire participer et qu'il y aura un impact. Ça, ils en sont, je pense, peu convaincus. Euh, et puis aussi l'histoire d'un référendum où les gens ont dit non et puis en fait on le fait quand même. Donc on est dans un contexte c'est pour parler de références nationales qui peuvent évoquer des choses à chacun chacune, mais on est quand même dans un contexte de défiance. Euh, et donc comment restaurer cette confiance? C'est un sacré challenge en fait un sacré défi pour les élus qui se lancent là-dedans. Donc, le premier écueil, c'est donc la participation sans impact sur la décision. Et puis, le deuxième, c'est toujours les mêmes, en fait. Ce sont toujours les mêmes qui participent. Donc, en fait, dans ce projet-là et plus globalement, on essaye de mettre en place des processus qui vont lever, en fait, enfin, dépasser ces écueils. Alors, comment on peut s'assurer qu'il y aura un impact sur la décision municipale? Ben, déjà, on regarde si les élus sont vraiment sincères. Est-ce qu'ils y vont vraiment avec gourmandise, en fait, avec appétit? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'entendre et d'avoir la voix des habitants? Et s'il n'y a pas cet appétit-là, vaut mieux ne pas le faire, en fait. Parce que si on sait déjà, si on sent que les élus savent déjà ce qu'il faut faire à la fin, mais c'est bien de faire de la participation citoyenne parce que c'est à la mode, etc., on va leur conseiller de ne pas le faire. Et là, ben, vous avez entendu Sylvain, voilà, on sent vraiment une appétence très forte, une sincérité, quelque chose, enfin, un souci de la méthode aussi qui est très fort. Et puis définir ce cadre non négociable dont Sylvain aussi parlait. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire que les habitants travaillent avec les contraintes politiques, techniques, budgétaires, avec toutes les contraintes et qu'ils y travaillent avec les élus, avec les agents, pour faire des projets qui intègrent déjà ces contraintes. Souvent, on dit, ah, on ne veut pas altérer le regard des habitants, donc on va les laisser travailler à huis clos, et puis ensuite, on verra par rapport à nos contraintes ce qu'on va pouvoir en faire. Eh bien, s'ils travaillent sans contraintes, les propositions qu'ils vont émettre des habitants sont bien sûr pas, on ne peut pas les mettre en place. Donc c'est comment les élus, agents arrivent avec ces contraintes, les partagent avec les habitants et les mettent au travail tous ensemble. Et c'est ça qui va faire que ce qui sort de ce travail, de cette participation citoyenne, va être applicable par la suite. Et donc, il faut bien définir le niveau de participation, aussi, on en a parlé, et puis de clarifier le circuit interne, en fait. Qu'est-ce que va devenir le travail qui va être fait avec les habitants? Est-ce que ça... Alors souvent, on est méfiant quand on dit, ah, mais ça va passer par un comité de pilotage, ensuite un comité technique, et puis ensuite une commission. Et puis, voilà. Alors là, quand on voit ce circuit-là, on se dit, oula, il y a X moments où le travail des habitants va être modifié, va être altéré, va être par des gens qui n'ont pas forcément participé en plus avec ce groupe. Donc, on va essayer d'avoir un circuit le plus court possible entre l'espace de co-construction et puis la décision municipale. Sylvain a dit, hein, en fait, hein, on prend le travail du groupe le résultat du travail, et puis on le passe au conseil municipal et on en fait une délibération. En tout cas, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas d'espace de retravail de ce qui a été fait. Donc voilà, méfiance, plus il est long, ce circuit interne, plus le travail va être altéré, donc moins il y aura d'impact sur la décision.
Et sur le deuxième écueil donc, que j'avais cité, c'était toujours les mêmes. Et donc, comment on va chercher de la diversité? Euh, alors, effectivement, nous, on promeut beaucoup le tirage au sort sur cadastre avec du porte-à-porte. Il y a du tirage au sort qui a été fait, où il y a des boîtes qui appellent ensuite avec des numéros de téléphone. On voit que là, c'est 6% de réponses, alors qu'avec le tirage au sort plus le porte-à-porte par des élus, on arrive à environ 30%. Donc, on voit bien que si on veut aller chercher de la diversité, des personnes qui ne seraient pas venues s'il n'y avait pas eu ce tirage au sort, bah, le porte-à-porte est une clé pour aller discuter avec les gens et leur dire vous êtes légitime pour venir. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui ne seraient pas venus spontanément. Et on a vu dans ce projet-là tout l'intérêt effectivement du tirage au sort, aux côtés donc du tirage au sort sur cadastre, aux côtés de volontaires qu'on a dû tirer au sort aussi parce qu'ils étaient extrêmement nombreux suite à la réunion publique. Euh, et, euh, et voilà. Et l'intérêt d'avoir des tirés au sort, moi je me rends compte dans les groupes que j'anime, ce sont des personnes qui vont chercher la racine des problèmes, qui vont questionner beaucoup parce que souvent ils arrivent avec aucune proposition, aucune idée, et donc ils vont essayer de comprendre. Et c'est des personnes qui vont questionner énormément euh, pour se forger un avis en fait. Et souvent ils vont permettre aussi aux autres de changer d'avis. Euh, et ça, c'est vraiment une ressource très, très importante. Au-delà de la diversité, pour légitimer, on va dire, le groupe, le travail du groupe, c'est aussi en termes de qualité de travail. Moi, je ne veux plus animer de groupe où il n'y a pas de tir au sort. Enfin, c'est devenu tellement, c'est c'est une autre qualité de travail. À côté des volontaires, ça veut dire que les volontaires apportent aussi une énergie, une énergie qui est très, très, très importante. Et donc, c'est cet équilibre-là entre, entre des tirés au sort qui vont être dans le questionnement et les volontaires qui vont apporter beaucoup d'énergie. Et cet équilibre, il a été cherché aussi dans la composition du groupe de travail. Euh, voilà. Là, j'ai remis les 4 phases, effectivement, les 4 grandes phases de l'accompagnement. Il faut savoir qu'au départ, on était parti que sur la phase 1 et 2, c'est-à-dire que, un cadrage de la séquence par les élus, à quel niveau de participation on est, comment on compose le groupe de travail, euh, comment, comment va se passer toute la séquence. Donc voilà. Et ensuite, on avait la séquence, ce que j'appelle la séquence démocratique, mais c'est l'espace de travail élu agent habitant qui a duré de juin à décembre. Et la suite n'était pas anticipée. C'est-à-dire que ça a été euh, du fait de l'énergie de ce groupe de travail, de cette mobilisation, de la nature du projet aussi qui allait être long, que là, il semblait évident qu'il fallait s'appuyer sur cette mobilisation citoyenne dans le cadre de cette séquence pour poursuivre l'aventure et poursuivre une gouvernance partagée entre la municipalité et les habitants. D'où la création de l'association. Mais cette troisième phase, qui a été accompagnée par la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, n'était pas anticipée. Elle a été vue en décembre à la fin en disant mais comment on peut donner vie à ce projet et la création d'une association au-delà des travaux, puisqu'en fait, en décembre, on arrive sur un projet, un pré-projet qui doit être encore en fait, précisé. Il y avait cet enjeu de précision, mais il y avait aussi cet enjeu de comment on fait vivre ce lieu pour que, à la fin des travaux, il y ait un attachement, il y ait une attente, il y ait quelque chose qui soit vivant en fait dans ce lieu. D'où la création de l'association pour répondre à ces enjeux-là. Et ensuite, le quatrième accompagnement, qui est aussi dans le cadre de la DEFPAT, pour consolider le projet, animer le projet, structurer cette association, parce qu'effectivement, comme l'a dit Nathalie, la vie d'une nouvelle association qui, en quelques mois quand même, a réussi à fédérer 80 adhérents dans un lieu qui n'est même pas ouvert. Enfin, je rappelle le contexte quand même. C'est-à-dire que c'est quand même un contexte extrêmement très compliqué en fait. Comment on mobilise des gens sur un site où on ne peut pas aller, à part à l'extérieur. Et donc 80 habitants, c'est quand même un remarquable réussite. Mais ça demande comment on anime cette association. Et c'est une association partagée entre la municipalité et des habitants. Donc chacun doit trouver sa place. Et ça, c'est pas évident.
en tant qu'élu? Est-ce que je suis en tant qu'habitant dans cette association? Est-ce que je suis en tant qu'élu? Mais si je suis en tant qu'élu dans cette association, qu'est-ce que je porte? Quelle est ma posture? C'est vraiment des façons de travailler qui sont peu communes. Et donc, il faut s'ajuster, il faut trouver la place de chacun, chacune. Donc un accompagnement là pour tester aussi des activités qui étaient prévues dans le projet, sur lesquelles il y a eu quand même des questions. Donc on va travailler sur le test d'activités tant que les travaux ne sont pas lancés. Voilà, et peut-être, est-ce qu'il me reste 2 minutes ou pas? Oui. La diapo suivante, juste pour revenir plus en détail sur la façon dont ça s'est passé, c'est peut-être cela qui vous intéresse le plus, entre toute cette séquence en fait démocratique, donc cette phase 2. Il y a d'abord eu une réunion publique avec la collecte d'idées, des envies, des besoins des habitants. Ces avis-là, ils ont été versés au groupe de travail qui s'est réuni sur 3 samedis entiers pour déjà étudier les besoins du territoire, les réponses possibles de ce lieu aux besoins du territoire, mettre au regard les idées qui avaient émergé à tout ce travail d'analyse, et ça a fini sur un scénario qui a été ensuite chiffré et le bureau d'études qui est intervenu, donc l'Arban, a vu les conditions de réussite, les conditions de mise en œuvre de ce projet, et qui ensuite a été représenté en réunion publique, puis amendé euh, en décembre. Et donc ensuite, le conseil municipal a récupéré ce travail-là pour le préciser et le développer dans un cahier des charges pour, euh, pour faire les travaux, pour aller vite, comme ça. Euh, et donc voilà, donc on a ce processus-là où il y a un groupe fermé de 33 personnes et des temps d'ouverture. Et ça, je pense, une des clés de réussite est bien là, c'est-à-dire d'avoir un groupe fermé qui va suivre toute la démarche et en même temps une ouverture à tous et toutes. Et notamment parce qu'il y a des personnes qui voulaient entrer dans le groupe de travail et qui n'ont pas pu. Donc je pense que ces réunions publiques, elles sont nécessaires pour rendre compte, pour inspirer et pour arbitrer éventuellement des choix qui sont soumis par le groupe de travail. Et je pense qu'une des clés de réussite de toute séquence démocratique de participation citoyenne, c'est bien cet équilibre entre une question d'efficacité et d'un groupe de travail qui suit l'ensemble, et puis de l'ouverture à tous et toutes. Voilà. Si je peux parler d'autres clés de réussite, effectivement, ça peut paraître extrêmement dense, mais on se rend compte que vaut mieux de la densité dans une période courte que quelque chose qui s'étale dans le temps et qui fait qu'on perd plus. Donc, ne pas avoir peur de la densité de la mobilisation, en fait, tant qu'il y a du sens, en fait. Tant que les gens y trouvent du sens et ils trouvent aussi, c'est des journées de samedi entier, et ils y trouvent aussi un peu de joie de joie de la rencontre, de joie de travailler, de joie d'avancer. Euh, voilà, que dire de plus? J'ai trouvé, nous, ça fait pas partie de notre méthodologie, mais le GAP, c'est un espace très, très intéressant que j'ai trouvé apporté par la DEFPAT, où c'est un espace d'information pour moi par rapport à ce projet-là, de partenaires potentiels. Et là, on voit bien, par exemple, qu'il y a des financements qui sont nécessaires pour que ce projet prenne vie, et d'informer au fur et à mesure les partenaires, notamment techniques et financiers, permet qu'ils ne découvrent pas ça comme ça et de se sentir un peu pris par surprise par ce projet-là. Et je pense que en termes d'animation du partenariat dans un territoire, c'est quelque chose d'assez intéressant que je note. Voilà. Et puis, si je peux terminer sur ce mot-là, j'aurais plein de choses à dire, mais c'est effectivement, Nathalie a parlé de ça, et je pense que c'est vraiment au cœur de la démarche, c'est comment on amène des personnes à changer d'avis. En fait, comment on permet, enfin on amène, c'est pas parce si je dis amener, on a l'impression de manipulation, mais comment on crée un contexte qui permet aux personnes de changer d'avis et qui se sentent pas braquées dans quelque chose qu'ils ont pu dire ou une idée avec laquelle ils sont venus. Et ça, c'est toujours assez incroyable quand il y a des gens qui disent: «Ah, moi j'étais venu avec ça, mais en fait, avec cette idée-là, de ce lieu, et en fait, quand je vous entends, eh bien, je me dis que, eh bien, cette direction, elle me semble
plus favorable. Et ça, je pense que c'est ça qui permet, en fait, au processus de réussir. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment à l'écoute des autres et qui s'autorisent à changer d'avis sans avoir peur du regard, du jugement. Etc. Donc ça, moi, je trouve ça, je suis toujours stupéfaite et c'est enfin, toujours un beau cadeau quand les gens disent «Ah, mais ça y est, j'ai changé d'avis». Voilà. Et donc, tout mon travail, moi, c'est de créer le contexte qui permet de faire ça, quoi, en fait. Et ce qui n'est pas évident, mais voilà. Donc, quand ça marche, je suis heureuse. Voilà. Eh bien, je vais en terminer sur ça pour pas trop déborder sur le temps. Merci Mathilde, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Là maintenant, si vous avez encore et le temps et l'envie, on peut s'autoriser d'un temps de réaction, de questions, d'étonnement. Si quelqu'un veut voilà, se lancer et partager ce qu'il a, voilà. S'il y a besoin de précision, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je veux bien poser une question. Sur l'accompagnement, du coup, je comprends que, il a fallu donner un cadre de travail, un cadre méthodologique, et amener les gens via des techniques d'animation peut-être à arriver à prendre des décisions, etc. Est-ce que, parce que souvent enfin, généralement dans les interventions à DevPat, on appelle ça de la formation-développement. Est-ce que ce groupe-là de citoyens, à la fin de l'accompagnement, aura été formé, entre guillemets, gardera avec lui ces techniques-là de prise de décision, d'organisation, pour la suite du projet, pour continuer par eux-mêmes en autonomie à appliquer ces méthodes-là? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que... voilà. Qu'est-ce qui se passe après tout ça et qu'en garde le groupe de travail pour la suite? Je vais peut-être laisser Nathalie et Sylvain répondre, sont les mieux placés pour savoir s'ils en gardent quelque chose. Ouais, moi je veux bien. En fait, c'est ce on essaye de faire par la création en gouvernance partagée de l'assaut. Et c'est ce qui est quand même très compliqué parce que d'abord, moi je sais que je me suis laissée porter pendant cette année. C'est hyper confortable d'être assis et de se laisser guider par Mathilde, hein. Mais être devant et essayer de faire la même chose, c'est pas du tout pareil, puisque comme je disais, il y a vraiment là on sent bien qu'il y a des gens, c'est un petit peu l'envie de chacun qui revient et il faut sans arrêt relancer sur l'idée globale du projet. Mais on essaye de travailler comme ça, puisque on est divisé en cercles. Il y a plusieurs cercles avec des thématiques différentes et ensuite un groupe de coordination où justement on fait remonter toutes les informations de chaque cercle et on travaille, on essaie de travailler dans toujours avec cette méthode. Et justement, la dernière intervention de Mathilde, c'était pour ça, pour nous aider à créer ce groupe de coordination et amener des animateurs qui puissent continuer à travailler avec ces méthodes. Mais voilà, on n'a pas même s'il y a plusieurs personnes qui ont déjà l'habitude de travailler comme ça dans l'association aujourd'hui, il n'y a pas non plus cette intervention extérieure et la connaissance n'est effectivement pas la même. Après, l'intention y est. Peut-être, oui, redire sur la posture en termes d'accompagnement qui a changé. C'est-à-dire que les 3 premières phases de l'accompagnement, j'étais en animation et j'étais dans tous les espaces de travail qu'il pouvait y avoir. Et alors que cette 4e phase, c'est vraiment l'envol de l'association, c'est-à-dire que l'association travaille et moi, j'interviens qu'à des moments ponctuels en soutien, pas pour dépasser des difficultés qui sont rencontrées. Donc, c'est les membres de l'association qui assurent l'animation, qui assurent la progression des travaux, etc. Et je ne suis sollicitée que pour des passages un peu difficiles. Et ce qui change complètement la posture d'accompagnement et qui va vers une autonomisation et qui était indispensable à ce stade en fait de l'accompagnement et du projet de Fonbonne. Et je pense que ça, ce changement de posture va participer, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, à l'appropriation des méthodes, des outils euh, par les habitants.
Oui, moi je peux juste rajouter l'aspect formateur qui avait été présenté sur le papier par Pancho, puisque c'est toi, Pancho, qui représentait la DevPat. J'y croyais à moitié, moi, au début, dans le sens, un accompagnement à DevPat, vu comment c'est financé, pour un élu, c'est juste formidable, juste, juste là-dessus. Au final, et je te l'ai dit, Pancho, quand on s'est vu en septembre, je constate aujourd'hui qu'au sein de l'association, sans animateur, on continue à employer des méthodos qui permettent à chacun de s'exprimer correctement et de mettre en œuvre une intelligence collective de manière tout à fait efficace. Euh, je- Franchement, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas senti venir et que je constate aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que les membres de l'association, ils ont une certaine autonomie dans la méthodologie de travail que je reconnais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant, cette séquence, on n'a rien appris dans cette séquence. C'est-à-dire, c'est pas, on n'a pas, c'était pas de l'unidirectionnel où je vous explique comment il faut travailler. On a juste appris, euh, on a juste, en fait, pratiqué. Et à force de pratiquer, aujourd'hui, on pratique de la même manière. Moi, c'est ce que je constate. Et, euh, et je l'ai mis particulièrement en lumière il y a quelques temps où voilà, j'ai d'autres engagements moi, associatifs, quelques-uns, et où je suis arrivé dans une réunion d'association avec un groupe de personnes que je croyais assez vertueux sur la question, et où je me suis dit, mais comment c'est possible de travailler dans un bazar pareil? C'est juste impossible. Et là, alors que je vous dis, c'est une association pour laquelle j'avais beaucoup de respect, y compris à ce niveau-là, j'ai mesuré tout ce qu'on savait faire aujourd'hui et que je ne savais pas faire il y a encore quelques années, moi, et je mets dans le panier Nathalie et les autres membres de l'association aujourd'hui qui travaillent autour de Fonbonne, parce qu'effectivement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que il y a une méthode autour de ça et que les choses avancent en intelligence collective de manière tout à fait efficace, beaucoup plus efficace que dans des cercles que je croyais avant efficaces et dont je me rends compte aujourd'hui qu'ils ne le sont pas tellement. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions sur ce beau projet, cette belle expérience? Moi, j'en ai une deuxième et dernière. Si personne d'autre veut s'exprimer, je sais pas. Je me demandais, du coup, il y a l'air d'avoir eu une belle synergie dans ce groupe-là, dû au fait qu'il y a eu ce tirage au sort, etc. Est-ce que, bon, ça a plus ou moins répondu à ma question, mais je voulais quand même repréciser, est-ce que de manière générale, ça se passe aussi bien? Ou est-ce que c'est vraiment dû à ce groupe-là qui s'entendait bien et le projet fait que à cet endroit-là, à ce moment-là, ça s'est si bien passé? Ou de manière générale, quand on utilise ces techniques-là, ça se passe bien? Voilà. C'est peut-être une question pour Mathilde, du coup. Mm, mm, mm. Euh, Moi, le tirage au sort, pour moi, c'est une condition de réussite maintenant. Enfin, je le mets vraiment à ce niveau-là, ce que j'avais pas comme présupposé en commençant avec ces techniques-là, avec fréquence commune. Mais ce que je me rends compte, on l'utilise dans presque systématiquement. Ça a un gage de réussite, oui, de par la posture qu'on les tire au sort, de par cette diversité qu'on a dans le groupe. Et comme je disais, je ne referai pas sans, en fait. Je ne veux plus animer de groupe où il n'y en a pas. Enfin, c'est parce que on n'arrive pas du tout au même endroit, en fait. Ça se passe pas de la même façon. Et encore une fois, enfin, c'est toujours un équilibre, quoi. Enfin, je veux par exemple mettre en comparaison deux accompagnements qu'on a fait. Un où on était très contraint et le groupe de travail était déjà existant, c'est des collègues qui l'ont fait, où c'était que des partenaires associatifs pour mettre en place un tiers-lieu. Et Pen. C'est devenu dans ce premier projet en fait une réunion de syndicats de copropriétaires, quoi. C'est-à-dire que c'est des associations qui sont dans la négociation de combien de mètres carrés, combien, etc., parce qu'ils ont leur projet et donc ils sont là pour négocier quelque chose. Et pour moi, de la négociation, c'est pas de la délibération d'une politique publique sur un projet. Et donc,
Et donc, les citoyens, là, comme on a eu à peine, que ce soit tirés au sort, volontaires, avec seulement 3 représentants associatifs. Et c'était volontaire, ça, qu'il n'y ait pas trop de représentants associatifs. Les représentants associatifs, ils sont souvent pris dans une représentation qu'ils doivent assurer. Et donc, pour elles et eux, il est très difficile de changer d'avis, par exemple. Et donc, comment travailler avec des personnes qui ne peuvent pas changer d'avis? Du coup, on tombe dans la négociation. Et ça fait, la négociation, pour moi, ne fait pas de politique publique. Euh, et donc voilà, donc l'intérêt en fait de ce tirage au sort, il est là, c'est d'avoir une réelle délibération qui s'engage dans ce groupe de travail. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, si je peux ajouter, parce que Mathilde ne le dira pas, que le fait que ce soit bien passé, c'est certainement aussi grâce à elle, le savoir-faire et la personnalité de Mathilde. Et, euh, et, et pour répondre à ta question, Cécile, nous, on essaie de- nous, on essaie de mener tout le travail municipal de cette façon-là, en concertation, en participation, voilà. Quitte à en faire trop des fois, je pense, hein, aussi, mais voilà. Et du coup, je peux comparer ce qui s'est passé dans ce groupe de travail et ce qui se passe dans d'autres. Euh, je pense que si on est bien accompagné, ça se passe bien. Euh, et je le vois parce que je pense qu'on prend en compétence, nous, le temps passant, et que ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui que ça se passait en début de mandat. Euh, Ce qui est absolument essentiel pour moi, c'est qu'il y ait quelqu'un qui sache faire ça. Voilà. Ça a été Mathilde, formidable, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Ça, c'est certain. Il y a besoin de quelqu'un qui sache faire ça. Et, et oui, quand c'est bien fait, moi, je serais assez d'avis de dire que ça se passe tout le temps bien. Voilà. Moi, je veux bien juste aussi préciser, par exemple, la réussite du tirage au sort qu'on a pratiqué il y a déjà un moment sur le conseil d'éthique de Penn. Et ça nous a permis de toucher des gens qu'on ne connaissait pas. Alors qu'au début, on s'est créé avec les volontaires là, et on voulait, et c'était prévu qu'on renouvelle, et on a tenté le tirage au sort. Et dès la première fois, c'était une réussite, quoi. On est tombé sur des jeunes qu'on n'aurait jamais pensé à contacter, qui sont restés, qui se sont sentis en plus obligés du fait d'être tirés au sort. Nous, on avait tiré sur la liste électorale. Et en fait, ils se sont sentis de suite un petit peu obligés de participer et ça a super bien marché. Et on l'a refait. Et en fait, dans ces tirages au sort, on trouve toujours, il y a toujours des gens qui finissent par dire oui. Et ça renouvelle les points de vue, ça évolue. Je trouve que c'est vraiment une super méthode, quoi, d'aller chercher des gens. Ça nous permet d'ouvrir avec, bon, l'entrée en volontariat, bien sûr, reste possible, mais ce tirage au sort, c'est vrai que c'est vraiment un plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Alors, on a bien dépassé l'heure, mais là, je pense qu'on est tous, on est passé au-delà de ça. C'est pas grave et c'est très bien. Oui, N'hésitez- Émilie, moi j'avais peut-être une question plutôt pour Sylvain Renard, pour savoir au niveau du conseil municipal, donc des élus, comment ça s'est passé en fait cette approche ou cette envie d'engager une démarche participative. Alors là, il y a eu ce projet spécifique de Fonbonne, mais en amont, j'ai pu comprendre que vous aviez quand même déjà entre vous voulu inculquer une volonté de faire participer la population. Donc ça, ma question, c'est de savoir comment ça s'est un petit peu concrétisé au démarrage. Et ensuite, au sein du conseil municipal, est-ce que vous étiez tous sur la même longueur d'onde? Et, et la dernière chose que je remarque aujourd'hui, ce que Sylvain a déjà dit, c'est que il semble que cette façon de travailler, enfin l'esprit participatif aujourd'hui, euh, irrigue un petit peu toute la façon de travailler de la commune. Alors, donc oui, elle irrigue toute la façon de travailler de la commune parce que c'est notre projet, très clairement. Voilà.
Et donc, ce que je voulais dire, mais que j'ai pas mis, parce que j'avais pas beaucoup de temps en introduction, j'ai raccourci largement mon introduction. On a été élu en liste entière, nous, à la surprise générale, y compris la nôtre, sur ce projet du participatif. Donc oui, on est dans un contexte très particulier où toute l'équipe municipale est sur la même longueur d'onde et va dans le même sens. Donc ça, c'est... Alors, ça peut paraître être quelque chose d'absolument idéal. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, on aurait à gagner à avoir quelques contradictions au sein du conseil municipal. On regrette qu'il n'y ait pas quelques personnes d'opposition qui pourraient nous renvoyer un peu euh, quelque chose qui nous reste servir de référentiel. Voilà. Euh, et pour répondre sur le comment est-ce qu'on démarre ça, en fait, nous, on a démarré grosso modo 6 mois, un peu plus de 6 mois avant les élections de 2020. Ça s'est passé au début, on était trois. Moi, j'étais tout au début de la chose. Autour d'un verre de bière, c'est parti comme ça. Et puis, autour de nous trois, on a mis quelques personnes supplémentaires. On est arrivé, on était 10, et ces 10-là, en fait, on a un peu tenté de faire naître quelque chose. Et dans le premier objectif, c'était de faire se rencontrer les gens. On partait d'un constat, que la mairie de Penn était abandonnée, en fait, dans le sens où il y avait, grosso modo, le maire et son premier adjoint qui travaillaient, qui étaient là pas tout le temps, et le citoyen venait même plus dans la mairie. Enfin voilà, c'était une mairie un peu à l'abandon, qui tournait un peu toute seule et où il ne se passe pas grand-chose. Il y a une partie de la population qui partageait ce constat-là, et puis le début, enfin la période préélection, c'est un formidable catalyseur, hein, parce que là, à ce moment-là, tout le monde est mobilisé. Donc, on s'est dit, nous, on fait se rencontrer les gens. Voilà. On a fait plusieurs réunions publiques. En gros, on invitait tout le monde, on allait faire du tractage dans les boîtes aux lettres pour dire il y a une réunion, il y a une réunion. On en a fait grosso modo une par mois avant les élections, à partir de 5-6 mois avant les élections. Et à chaque fois, on était une quarantaine, une cinquantaine de personnes dans ces réunions. Et c'est parti de là. Et on est parti simplement. En plus, l'idée première, vraiment, c'était pas d'aller aux élections, c'était d'impulser une liste qui, elle, irait aux élections et sur laquelle on pourrait faire pression, en fait. On était parti un peu dans cette idée-là. Et au final, quand on s'est rapproché des candidats annoncés, on s'est rendu compte que ça ne serait pas possible. Et du coup, on a dit, ben non, mais il faut y aller nous. Voilà, il faut y aller nous, c'est tout. Et on a eu tout le mal du monde à trouver des candidats. Il en faut 15, pour nous, pour faire une liste complète. On a eu tout le mal du monde à trouver 15 candidats, qu'on a choisi lors d'une élection sans candidat. Le groupe à ce moment-là, on était 45 à avoir signé une charte d'engagement, de motivation pour aller jusqu'aux élections. Parmi ces 45, il y en a donc 15 qui ont été posés sur une liste dont j'étais. Et on est allé aux élections, et c'est là que je vous dis, à la surprise générale, on a été élus tous au premier tour. Voilà. Donc il y a pas eu de discussion possible, c'était réglé. À peine les élections étaient terminées au premier tour, et ce qui avait une importance, parce que si vous vous rappelez bien, on a enchaîné avec presque 3 mois de confinement ensuite, et les gens qui ont été obligés d'aller au second tour, et ben pendant 3 mois, ça a été un peu du n'importe quoi. Euh, Au final, chez nous, ça a été aussi un peu du n'importe quoi. On s'est rendu compte que l'équipe précédente nous savonnait un peu la planche parce qu'elle était encore aux manettes. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était élu, mais on n'avait pas pris nos fonctions. Mais au moins, on savait qu'on était élu, on a pu se regrouper. Alors, on a fait pas mal de visio, etc., entre nous. Ça a été un moment un peu compliqué. Le cheminement entre l'équipe des élus et puis le reste du collectif, voilà, à ce moment-là, ça a été un peu compliqué, ben, du fait qu'on était séparés par le confinement et que voilà. Et au final, 3 mois plus tard, on a pris nos fonctions en liste complète. Et depuis, vraiment, la pierre angulaire du projet politique, c'est vraiment la participation. Donc oui, on essaie de tout faire comme ça, quitte, moi, il me semble, à certains moments, d'en faire un peu trop et de se compliquer les choses alors qu'elles pourraient être plus simples. Voilà.
Merci de vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Ou est-ce qu'il est temps pour moi de vous remercier? Alors, un grand merci à vous toutes et tous, à nos 3 intervenants, Mathilde, Sylvain, Nathalie. Merci à Pancho, parce que c'est lui qui m'a dit, tu devrais faire un webinaire sur l'expérience à peine, parce que c'est exemplaire et ils sont super. Donc voilà. Donc merci à Pancho, merci à vous tous. Et alors, Merci à juste vous. si je peux dire, c'est que alors, j'ai mis un peu de temps à te répondre, Émilie, mais il m'a paru absolument évident, au regard de la satisfaction qu'on avait de l'action menée, que la participation à ce webinaire, c'était vraiment pas grand-chose et c'était un retour tout à fait normal de ma part et de notre part, au nom de toute l'équipe municipale. Voilà, je tiens à vous dire que cet accompagnement nous a remplis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous fera suivre le lien du replay de ce webinaire, le support, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, j'imagine, entre vous aussi, pour vous poursuivre les échanges, peut-être si vous le souhaitez, après ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on a quelque chose? On se quitte sur ça. Sylvain, il est parti, quoi. Sylvain, il est parti. Ouais. Je vais quand même voulu lui dire qu'il a failli me faire pleurer quand même. Encore. Encore? On va pas s'en sortir. Bon, mais très bien, J'exagère. c'est chouette. Je pense, Émilie, on est contraint hein, sur ce timing de 1 heure. Là, on est hyper